New York, 1964. Une nuit froide, dans le quartier tranquille de Kew Gardens, dans le Queens. Il est un peu plus de 3 heures du matin. Une jeune femme rentre chez elle après son travail dans un bar. Elle s'appelle Kitty Genovese. Elle gare sa voiture, traverse la rue. Mais quelqu'un la suit. Un cri perce le silence. Puis un autre. Aux fenêtres, des lumières s'allument. Des voisins entendent, certains entrevoient une silhouette dans la rue. On croit à une dispute de couple. On hésite. 1 ou 2 appels sont passés à la police, mais sans urgence. Quelques minutes passent. L'agresseur revient. Quand les secours arrivent enfin, Kitty est mourante. Quelques jours plus tard, un article du New York Times fait l'effet d'une bombe. 38 témoins ont vu sans intervenir. Personne n'a rien fait. L'Amérique est sous le choc. Mais derrière cette version simplifiée, presque mythique d'une ville indifférente, se cache une question plus profonde. Que se passe-t-il dans notre esprit quand nous sommes nombreux à pouvoir agir ? Pourquoi la présence des autres nous paralyse-t-elle au lieu de nous pousser à aider ? C'est cette énigme que 2 jeunes psychologues, Bill Latané et John Darley, vont tenter de résoudre en se lançant dans une série d'expériences aussi ingénieuses que troublantes. Pour comprendre l'inaction, il faut la recréer. Imaginez, vous êtes dans une salle d'attente, concentré sur un questionnaire. Soudain, une fumée épaisse s'échappe d'une bouche d'aération. Que faites-vous ? Quand les participants sont seuls, 3 sur 4 se lèvent pour prévenir quelqu'un. Mais lorsque 2 autres personnes sont présentes, des complices qui ne bougent pas, tout change. La majorité reste assise, même quand la pièce se remplit de fumée. Latané et Darley viennent de découvrir un premier mécanisme, l'ignorance pluraliste. Face à une situation ambiguë, chacun regarde les autres pour savoir comment réagir. Et si personne ne bouge, tout le monde conclut que tout va bien. C'est une spirale d'inaction parfaitement humaine. Deuxième expérience. Des étudiants participent à une discussion par interphone. L'un d'eux, en réalité un enregistrement, simule une crise d'épilepsie. Il suffoque, appelle à l'aide, puis silence. Quand les participants croient être seuls à entendre l'incident, 85% interviennent. Mais s'ils pensent faire partie d'un groupe de 6, ce chiffre tombe à 31%. C'est le second mécanisme, la dilution de la responsabilité. Plus il y a de témoins, plus la responsabilité se partage et moins chacun agit. Le travail de Latané et Darley n'est pas un constat de désespoir, mais une cartographie de nos faiblesses sociales et des moyens d'y remédier. Ils ont proposé un modèle en 5 étapes. 1. Remarquer l'événement. 2. L'interpréter comme une urgence. 3. Se sentir responsable. 4. Savoir quoi faire. Et 5. Décider d'agir. Dans le quotidien, 3 suffit souvent. Voir, comprendre et se sentir concerné. Et une technique simple peut tout changer. Désigner. Ne criez pas « Quelqu'un, appelez les secours !» Dites « Vous, avec la veste bleue, appelez les secours !» En un instant, un témoin anonyme devient un acteur. Latané et Darley ont montré que les 38 témoins de Kitty Genovese n'étaient pas des monstres, mais des humains pris au piège d'une dynamique sociale. Leur travail n'excuse pas l'inaction, il l'explique et nous donne les moyens d'y résister. Parce que aider n'est pas un réflexe, c'est un acte de lucidité et de responsabilité, un acte de leadership. Dans le prochain épisode, un autre piège social, celui du rat park de Bruce Alexander, où l'on découvrira que ce n'est peut-être pas la drogue, mais l'isolement qui crée la dépendance. En attendant, rappelez-vous, dans une urgence, vous n'êtes peut-être pas juste un témoin, vous êtes celui ou celle qui peut briser le silence. Et surtout, restez curieux.